Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, je voulais moi aussi vous remercier pour votre invitation. Alors vous m'avez demandé, je suis sociologue du travail, donc de vous parler plutôt des transformations de l'organisation du travail et de l'emploi. Donc moi, je vais vous parler non pas de sens du travail, je ne vais pas non plus vous assaillir de chiffres, je vais vous parler peut-être plus prosaïquement des conditions concrètes en fait, dans lesquelles le travail est mobilisé, en l'occurrence dans l'emploi, mais aussi en dehors de l'emploi, au regard justement des transformations productives qui sont à l'œuvre. Alors, en sociologie du travail, en fait, on considère généralement que le présent s'inscrit rarement en rupture avec le passé, et en l'occurrence, pour ce qui touche le travail, effectivement, ce qu'on montre et ce qu'on observe surtout, puisqu'on va beaucoup sur le terrain, c'est que nous sommes en fait les héritiers d'une histoire, en l'occurrence industrielle, qui est très puissante. Et la crise sanitaire qui a été évoquée à l'instant, eh bien, elle nous l'a rappelé, puisqu'elle a moins représenté en fait une rupture qu'une amplification de modes de fonctionnement qui étaient effectivement déjà bien implantés, y compris le télétravail. Et cette crise sanitaire, elle a aussi brutalement rappelé eh bien, le caractère central de l'industrie dans nos sociétés qu'on appelle très facilement et très rapidement des sociétés post-industrielles. En fait, tous les déficits de masques, de gel hydroalcoolique, tous les déficits de médicaments de base eh bien, témoignent évidemment que cette industrie qui est affaiblie eh bien, dans les pays du Nord, cette industrie n'en existe pas moins ailleurs, notamment en Asie. Et la crise a bien montré justement la dimension planétaire en fait, des échanges, comme en atteste d'ailleurs la notion de chaîne globale de valeur, qui rend compte eh bien, de cette dilatation de l'organisation de la production. Par exemple, un iPhone, d'ailleurs j'ai oublié de lancer le chronomètre voilà, pour ne pas dépasser mon temps. Cet iPhone, eh bien, effectivement, il a été conçu dans la Silicon Valley, mais il est fabriqué en fait, eh bien, sur 4 continents. Et même si, effectivement, aux États-Unis, Apple conserve évidemment la maîtrise de la conception et du marketing de ce produit. On est donc en présence de transformations productives qui, effectivement, sont appuyées sur des organisations toujours plus éclatées, mais aussi, et c'est là-dessus que je voudrais insister, sur un régime de travail, un régime de temps de travail qui est lui-même, pour les travailleurs, extrêmement fragmenté, extrêmement éclaté et chaotique. Puisque le travail, en fait, effectivement avec le numérique, s'effectue en présence, mais aussi à distance. Il repose donc sur des équipements numériques et il est soumis à des enjeux de coordination et de synchronisation pour lesquels, finalement, la question de l'aléa, la question de l'imprévu, eh bien, est devenue centrale. Alors les rythmes familiaux, les rythmes personnels, eh bien, en sont directement percutés et c'est dans ce sens que le régime de travail dont je vais vous parler eh bien, tend à absorber toute la personne en fait, des travailleurs, en fragilisant eh bien, la délimitation effectivement, des temps de travail et des temps de vie. Donc, moi, la thèse que je vais un peu défendre, c'est l'idée que l'organisation du travail est plutôt une source de désorganisation des existences. Et ce que je propose, c'est de vous en donner eh bien, quelques éléments saillants, alors en essayant de tenir les 20 minutes qui me sont impartis. Donc, je l'ai dit, la production des biens et des services, elle est toujours plus éclatée. L'entrée en fait, de nos économies occidentales dans la globalisation eh bien, s'est traduite sur le plan de l'organisation du travail par l'irruption de mots d'ordre de flexibilité, l'irruption aussi de la figure du client au cœur même de la production. Alors, on peut prendre l'exemple très concret lui aussi eh bien de l'offre de restauration, d'une certaine offre de restauration qui est assez emblématique de toutes ces transformations. Si on prend l'exemple de la structure justement traditionnelle d'un restaurant, eh bien on sait qu'un restaurant réunit habituellement eh bien, 2 fonctions en un même lieu, une fonction de production, la production culinaire, et puis la fonction de distribution et de consommation eh bien, de ces plats
qui sont censés être fabriqués et préparés sur place, sur le lieu où ils sont consommés. En réalité, ce qu'on observe, c'est le développement de chaînes de restaurants sans cuisiniers, pas seulement des chaînes effectivement commerciales, de la restauration collective, qui effectivement pratiquent une cuisine qui n'a rien à voir avec la cuisine gastronomique, et dans le développement de cette industrialisation de la fabrication culinaire, effectivement, ce qu'on observe, c'est que la production culinaire en tant que telle, elle relève de cuisines centrales qui sont dans l'industrie agroalimentaire, et le travail dans la restauration collective, dans la restauration commerciale, dans des cuisines qui n'en sont plus vraiment puisqu'elles peuvent fonctionner sans cuisinier, ce travail en cuisine relève avant tout d'un travail d'assemblage qui consiste à assembler des produits qui ont été préparés en amont donc dans l'industrie agroalimentaire. Donc le travail humain dans ces structures de restauration, il consiste avant tout à synchroniser des flux produits effectivement qui arrivent de l'amont, des flux clients qui arrivent dans le restaurant. Et un phénomène qu'on a vu aussi se développer avec la crise sanitaire, le phénomène qu'on appelle les dark kitchens, les cuisines fantômes, ce phénomène, en fait, il ne fait là aussi qu'étendre cette logique d'éclatement de la structure du restaurant, finalement en y ajoutant la livraison de plats à domicile via des plateformes dédiées. Donc, comme vous le voyez, pour moi, loin de l'idée d'une société post-industrielle ou d'une société qui serait purement tertiarisée, en fait, je pense qu'on peut dire qu'on vit dans une société hyper-industrielle. C'est la thèse de Pierre Weltz, un sociologue qui s'est particulièrement intéressé à ces questions. Et effectivement, ce qu'il montre, c'est que finalement, l'organisation de la production se déploie dans des réseaux qui dépassent les frontières de l'entreprise, mais aussi les frontières de la nation. Donc cette production industrielle, elle organise non seulement la production, mais aussi la consommation, puisque on observe aussi que l'industrie elle-même se transforme en service. Elle vend d'ailleurs moins des marchandises que des usages. Alors, un exemple là aussi de cette vente d'usage, c'est ce qu'on observe dans les relations inter-industrielles, ce qu'on appelle le business to business, le B2B, qui fait en fait que on promeut la vente non pas d'un bien, mais la vente d'un usage de ce bien. C'est Xerox qui avait ouvert le bal en louant des photocopieurs et non pas en les vendant. De même que Michelin vend des kilomètres parcourus et non pas des pneus. Donc une telle finalement économie de la fonctionnalité a besoin d'être en prise avec nos pratiques de consommation, a besoin de les connaître en temps réel via les traces effectivement physiques ou numériques que l'on peut laisser de nos activités sur Internet à chaque fois qu'on y circule. Ces informations alimentant d'ailleurs un marché des données dont se sont emparés les distributeurs et les géants du web. Donc, l'organisation du travail est toujours plus dilatée spatialement et toujours plus intégrée au marché. Et alors cette dilatation, elle est évidemment traduite par ce qu'on connaît, le mouvement d'externalisation d'activités, depuis les grandes entreprises vers des entreprises qui sont prestataires. Et ce mouvement d'externalisation, il se déploie dans le cadre effectivement de chaînes de sous-traitance plus ou moins étendues, et ceci au nom du recentrage des grandes entreprises sur ce qu'elles considèrent comme étant le cœur de leur métier, celui effectivement qui repose sur les activités les plus génératrices de valeur. Donc on est loin de la grande figure des 30 Glorieuses de l'entreprise intégrée, qui reposait sur un mode de coordination hiérarchique. On est plutôt en présence de modes d'organisation en réseau, qu'on appelle aussi des organisations distribuées, qui sont reliées entre elles par des relations marchandes. Alors ce fonctionnement en réseau, il s'inscrit dans une recherche de contrôle accru de l'activité productive. On ne fait pas vraiment confiance aux prestataires, on cherche au contraire à contrôler toujours plus leur activité à distance. Et cet émiettement du tissu productif va de pair avec un mouvement de concentration financière et avec la montée en puissance de grands groupes, des groupes qui se développent par croissance externe
et en même temps par rationalisation interne, avec le développement d'un gouvernement du travail par la norme et la normalisation, dont il résulte une déstabilisation relativement incessante de l'emploi, notamment industriel, dans le cadre de restructurations qui se sont effectivement banalisées et qui sont devenues en quelque sorte permanentes, diffuses, protéiformes. Restructurer une entreprise, c'est pas forcément fermer un site, c'est tout simplement restructurer un service à l'intérieur effectivement de ce site et en permanence recomposer l'organisation et la structuration des postes de travail. Donc, dans ces conditions, la synchronisation des activités productives, ce qu'on observe, c'est que cette synchronisation des activités elle est traversée par de fortes incertitudes, qu'ils soient techniques, commerciales ou logistiques. Et synchroniser un travail qui se réalise sur des scènes effectivement toujours plus éclatées, ça suppose des interventions humaines qui sont toujours à la fois plus intenses et en même temps toujours plus éclatées. Alors en amont de la production, on synchronise les activités de conception sur la base de temps de connexion qui sont toujours plus importants et quasi continus. La production elle-même est soumise à des impératifs de juste à temps sur la base de livraison de composants qui arrivent des quatre coins du monde et comme on le voit par exemple dans l'industrie automobile. Et la grande distribution elle-même, où on commercialise les produits, se situe là aussi au croisement de flux de marchandises effectivement à vendre et de vitesse effectivement d'écoulement des produits à assurer. Donc le travail humain, pour faire tenir cette organisation éclatée, il devient central pour rendre fluide la production. Et cette continuité de la production, elle est assurée dans le cadre d'une discontinuité accrue des temps de travail, puisque le temps de travail est appelé à s'aligner sur le temps des marchés. Ça s'illustre par exemple par le recours au temps partiel, qui fonctionne toujours plus comme un instrument de flexibilisation du travail. On est loin du temps partiel choisi. Le temps partiel est devenu un mode de mobilisation du travail puisqu'il permet de faire travailler des salariés aux heures de pointe, alors que les temps d'inactivité contrainte, lorsque l'affluence diminue, tendent à ne plus être rémunérés. On ne paye que le temps de présence en fonction justement de l'affluence. Donc le temps de travail est non seulement discontinu, mais à l'intérieur du temps travaillé, les fluctuations effectivement, de l'activité sont très importantes et elles sont conditionnées par, là aussi, les fluctuations du marché. C'est ce qu'on observe. Restons dans les chaînes de restauration, puisque on voit que ces chaînes de restauration modulent, là aussi, non seulement le temps de travail de leur personnel, mais aussi les contenus d'activité de leurs employés, en fonction de l'affluence. Forte spécialisation de l'activité quand l'affluence est maximale, pour tuer le rush dans la restauration rapide par exemple, mais en revanche, forte polyvalence demandée aux employés en période creuse. Il s'agit à la fois de nettoyer la salle, de nettoyer effectivement la cuisine, de faire les inventaires dans les réserves. Et ce qui revient en quelque sorte à jouer, sur un phénomène de parcellisation, déparcellisation des tâches selon effectivement l'importance des flux clients à gérer. Cette même variabilité des temps productifs, elle s'observe aussi sur les chaînes de production automobile. Donc au cœur d'une industrie pourtant traditionnelle où les syndicats sont bien implantés, mais on observe que les ouvriers subissent non seulement des accélérations constantes de la vitesse de défilement des véhicules qui doivent monter, mais aussi des phases de précipitation soudaines et inattendues des rythmes de production qui portent et généralement testent un peu les systèmes de production à leurs limites. La durée du coup, de la journée de travail devient aussi variable et elle s'allonge quand il s'agit de rattraper une production qui a été manquée précédemment, si bien que les ouvriers ne sont jamais assurés en entrant à l'usine de l'heure à laquelle ils pourront la quitter. Donc une telle organisation, on le voit, fait rentrer donc
clients dans l'organisation en renforçant le principe effectivement d'une production en flux tendu. Ce qui génère aussi, c'est un autre élément du fonctionnement du travail, eh bien un surcroît de tâches de reporting, comme on les appelle, des tâches à la fois de planification, de coordination, où il s'agit de rendre compte effectivement de ce qui a été fait pour en laisser une trace. Alors, l'inflation de ces tâches de coordination, eh bien, elle expose les travailleurs à l'allongement de la journée de travail, une journée de travail effectivement qui tend à déborder eh bien, des bornes spatiales et temporelles qui ont été instituées dans le contrat de travail notamment. Chez les ingénieurs, par exemple, eh bien, cette gestion par projet à laquelle ils sont soumis, eh bien, elle peut se déployer, par exemple, sur plusieurs faisceaux horaires pour des enjeux de coordination à distance. Et alors, il en résulte quoi? Il en résulte un élargissement considérable eh bien, des plages de connexion au système de communication courant, qui sont le téléphone, voilà, la messagerie, la visioconférence, etc., dans un espace-temps de travail qui devient dilaté et qui empiète eh bien, sur les autres temps de vie. Et dans ces conditions, effectivement, force est de constater que le droit à la déconnexion, qui est pourtant inscrit dans la loi, eh bien, peut devenir un objectif qui est bien difficile à atteindre. Donc cette extension de la variabilité à la fois quantitative et qualitative des temps de travail, eh bien, elle a pour effet donc, de dilater en même temps que de durcir la charge de travail, mais aussi elle réduit les marges de manœuvre des syndicats, parce que qu'est-ce qu'on peut défendre et négocier quand les normes conventionnelles que sont la journée de travail, la semaine, voire l'année, eh bien, perdent leur force prescriptive en quelque sorte au profit de nouvelles mesures productives qui sont alignées sur les exigences du marché. Et dans ces conditions, certaines stratégies syndicales peuvent dérouter, comme ce syndicat suisse de la grande distribution, par exemple, qui a milité en faveur du retour à la pointeuse pour la hiérarchie de premier niveau dans les magasins. Un dispositif historique du contrôle social, mais on comprend mieux cette démarche quand on sait que la suppression de ce dispositif eh bien, s'est traduite par une augmentation très substantielle des temps de travail pour un travail effectivement toujours plus exposé aux exigences de continuité et de rotation rapide eh bien, des flux de produits. Donc, dans ce contexte, paradoxalement, eh bien, la pointeuse laisse espérer un retour du temps de travail dans des limites qui soient eh bien, négociées et surtout collectivement renégociables. Donc on voit que l'articulation des temps sociaux devient aussi pour les salariés eh bien, un enjeu extrêmement important qui peut conduire à mettre à l'épreuve eh bien, ce qu'on peut appeler l'ordre du genre. Puisque ce qu'on observe avec eh bien, ces conditions dans lesquelles le travail est mobilisé, c'est que le temps professionnel, eh bien, il tend à s'immiscer toujours plus dans la vie domestique. Et de ce point de vue, l'expérience du télétravail lors des confinements a rendu finalement visible une situation qui est finalement plus ordinaire qu'il n'y paraît. À la fois les cadres et professions intermédiaires eh bien, ont dû, dans des espaces de vie parfois restreints, combiner à la fois le travail de deux adultes actifs avec des tâches domestiques, l'éducation des enfants, le suivi scolaire, voire la prise en charge de parents âgés. Donc ce chevauchement d'activités n'a pas été exempt de heurts et de contradictions parfois difficiles à surmonter, puisqu'on a observé simultanément l'augmentation, une augmentation substantielle des plaintes enregistrées en 2020 et 2021 pour coups et blessures dans un cadre intrafamilial. Donc les exigences dévorantes de disponibilité temporelle percutent donc, les tâches domestiques dont les 2/3, rappelons-le, reviennent aux femmes. Donc le télétravail et les confinements ont illustré, eh bien là encore, cette réalité bien connue de la division sexuée du travail, sans modifier profondément le mode de répartition des tâches domestiques au sein des couples. Et pourtant, c'est peut-être la ruse de l'histoire, c'est que le caractère hégémonique des temps de travail, eh bien, il malmène aussi la division sexuée du travail. Pourquoi ? Parce que les contraintes professionnelles qui peuvent entraîner eh bien, du travail en horaire décalé, ça peut contribuer dans les couples, dans les familles, à des rééquilibrages assez inattendus. C'est notamment ce qu'on observe dans les ménages ouvriers ou employés qui sont particulièrement exposés à des horaires de travail atypiques. Eh bien, la désynchronisation de leur temps de travail et du coup de leur temps de présence au domicile
peut les amener à avoir à se relayer tour à tour auprès de leurs enfants pour quelques heures ou pour des journées entières, eh bien, ce qui crée les conditions d'une relative substituabilité des conjoints, des parents, face à la prise en charge des enfants. Alors, de tels rééquilibrages ne sont pas toujours de mise, bien évidemment, surtout au sein des couples qu'on appelle, nous, en sociologie, hypergames, c'est-à-dire des couples au sein desquels les femmes occupent des positions socio-professionnelles qui sont inférieures à celles de leurs conjoints. Mais comment cet ordre du genre, il n'est pas non plus remis en question lorsque l'emploi impose des formes de décohabitation. C'est notamment le cas pour ce qu'on appelle le travail détaché. Quand les travailleurs détachés sont contraints à des migrations de travail, évidemment, le travail domestique et familial est dévolu à la famille et souvent aux femmes qui restent dans l'espace domestique. Donc, il n'en reste pas moins que le caractère hégémonique des temporalités du travail met à l'épreuve l'ordre du genre. Mais il pose également la question des responsabilités collectives qui sont engagées dans la sécurisation des parcours professionnels dans la durée. Parce que se pose la question aussi de savoir comment vieillir lorsque les existences sont absorbées à ce point par une mise au travail dévorante. Donc, pour conclure, parce que je crois que j'arrive au bout de mon temps, on peut dire que ce régime temporel de travail, il affecte toutes les dimensions de la vie. Et d'ailleurs, les tendances hégémoniques du travail se sont confirmées, se sont étendues, et elles s'imposent même d'une façon qui est beaucoup plus insidieuse que ne le suggère une lecture qui a beaucoup été faite en termes d'accélération ou d'intensification des rythmes de vie. On est plus en présence d'une désorganisation. Fluidifier en effet la production des biens et des services requiert une mobilisation de travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, qu'ils soient parfois aussi bénévoles ou volontaires, dans des limites qui sont toujours repoussées. Des travailleurs qui sont le plus souvent pris dans des subordinations qui ne disent pas leur nom, mais qui malmènent leur santé, qui malmènent les corps et qui malmènent leur santé psychique. Le travail est ainsi toujours plus mobilisé, en dehors des limites de l'emploi, sans toujours être reconnu ou valorisé comme du travail salarié. C'est donc ce qui se joue devant nous, me semble être moins un déclin du travail salarié que son invisibilisation. Je vous remercie. Merci.